Bonjour à toutes et à tous, vous regardez la télé du Salon en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. On est à Montreuil et en direct et c'est déjà la 4e émission du live. Le live, c'est 30 minutes de création et de discussion en live. Et aujourd'hui, déjà pour l'avant-dernière émission, je suis en compagnie de Laura Nsafou pour sa biographie romancée pour la jeunesse Écrire avant l'aube, Toni Morrison, aux éditions Albin Michel. Et je suis également avec Mahmoud Sadi, qui est musicien, compositeur, pianiste, saxophoniste. Je vais vous laisser en leur compagnie pour une lecture musicale et on en discutera juste après. Mais pour votre compréhension, sachez que Toni Morrison, c'est le prénom choisi par l'écrivaine. Son prénom de naissance, c'est Chloé. Et là, vous allez la retrouver à l'enfance. À tout de suite. Chloé se souvenait des flammes. Pas de celles qui avaient timidement oscillé du haut de ses bougies d'anniversaire, mais de celles qui avaient percé la nuit, engloutissant leur maison. La fureur de l'incendie, faisant craquer le bois, contrastait avec la respiration apaisée de sa mère qui la tenait dans ses bras. Elle n'avait que 2 ans, mais l'image lui était restée. Trop jeune pour savoir si le rire de ses parents et de sa sœur Loïs relevait de la désolation ou de la résilience, elle ne gardait en mémoire que leur écho corrompu par le crépitement des braises et les couleurs rougeoyantes du feu. Au fil des années et des expulsions, Chloé comprit néanmoins qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à perdre une maison du jour au lendemain. Sa mère avait cette manière d'arracher les avis d'expulsion collés sur leur porte avec une lassitude qui la faisait sourire. Ce geste semblait prouver à lui seul l'absurdité d'une époque où l'on déménageait partout ailleurs parce qu'on ne pouvait rester nulle part. 4 $ par semaine, tel était le prix du loyer. Une somme dérisoire et pourtant inatteignable avec les 3 boulots de Georges, son père, et l'emploi de domestique de Rama, sa mère, qui ne rapportait que quelques cents. Ce n'était et ne serait jamais assez. C'était donc pour ces 4 $ d'arriérés que leurs propriétaires avaient préféré mettre le feu à leur logis alors qu'ils étaient à l'intérieur. Pour les Blancs, un logement brûlé valait plus que la vie d'une famille noire à l'époque. Fuyant la maison en flammes, Georges, Rama et leur fille avaient trouvé leur propriétaire dans la cour, qui tenait encore une boîte d'allumettes à la main. Et, ayant compris la situation, ils avaient ri. Des rires tonitruants, loin du désespoir attendu par leurs malfaiteurs. Chloé le comprit plus tard, lorsque sa mère raconta cette anecdote à une tante. Ces rires avaient bien existé et ils avaient su, à cet instant précis, sauver des flammes la dignité de leur famille. Le foyer n'était donc qu'une étape, des moments volés dans un nouveau salon, une nouvelle chambre, une nouvelle cuisine, avant un départ imminent. Au fond, il n'était que de passage dans ces lieux, comme il pouvait l'être sur Terre. Pour Chloé, son chez elle résidait en sa famille, la silhouette de son père partant travailler, le son du violon de son grand-père, ses jeux avec sa sœur Loïs. Il pouvait bien changer de maison, mais tous ces détails, eux, demeuraient, plus solides que les poutres de n'importe quelle bâtisse. Dans l'ombre de leur silhouette, Chloé se savait à l'abri. Il n'existe pas. Mais si, il existe, protesta Chloé. Son amie Eunice la toisa avant de marcher plus vite. Chloé tenta de la rattraper, craignant qu'elle franchisse sans elle les grilles ouvertes de leur école, qui se dévoilaient au bout de la rue. Dès son arrivée, la petite Chloé s'était appliquée à imiter le sérieux de sa sœur aînée, déjà estimée dans l'établissement. Mais Chloé avait vite délaissé sa posture d'enfant modèle en découvrant que sa curiosité y était la bienvenue. Rapidement, son aisance dans la prise de parole et son esprit volontaire
inspirèrent ses camarades et suscitèrent le respect de ses professeurs, lui permettant d'être élu délégué de sa classe à plusieurs reprises. Eunice continuait d'avancer, les sourcils froncés, tandis que Chloé guettait un nouvel argument dans le débat qui rythmait leur trajet ce matin-là. « Tu sais, ce n'est pas parce que tu m'évites que ça te donne raison. » « Chloé, ça fait 2 ans que je demande à Dieu de me donner des yeux bleus, s'emporta son ami. Je le fais tous les soirs, avant de me coucher, et rien n'a changé. » Eunice s'arrêta brusquement et lui fit face. La colère fonçait ses grands yeux bruns, ombrés de cils épais et courbes. Le soleil d'automne rehaussait les sous-tons violets de son teint profond et lisse. Le rosé de sa lèvre inférieure et le blanc de ses nœuds enrubanant ses nattes. Elle avait tout d'une poupée précieuse dont les traits se déformaient maintenant sous un sentiment d'injustice. Alors non, Chloé, non, Dieu n'existe pas. Sur ces mots, Eunice tourna les talons et s'en alla vers la cour. Chloé la regarda s'éloigner, ébahie. Comment une fille aussi belle pouvait-elle chercher sa beauté ailleurs ? Que lui avait-on dit pour qu'elle consacre chacune de ses prières à changer ? Chloé n'avait que 9 ans, avec peu de mots à sa disposition pour comprendre toute la portée de leur échange. Toutefois, la détresse de son amie l'avait touchée, heurtée, laissant un frisson incisif qui ne la quittait toujours pas. Il fouilla sa chair, creusa jusqu'à sa mémoire pour en extraire un souvenir enfoui. Celui de son arrière-grand-mère, une grande dame aux cheveux noués en chignon, le dos droit et la tête haute, marchant dans l'entrée avec une canne pour marquer sa prestance. Son teint était aussi foncé qu'une prune gorgée par le soleil. Et les yeux sévères, elle avait salué la mère de Chloé, puis, l'observant avec un mépris sans pareil, avait dit « Cet enfant est altéré ». Trop petite alors pour saisir le sens donné à son teint clair comme le noisetier, Chloé avait cependant senti la colère de sa mère et le mépris de son arrière-grand-mère électriser l'air. Plus tard, elle avait compris que sa carnation était perçue par son aïeul comme impure et délayée, loin d'une peau noire comme la sienne. La sonnette de l'école retentit, arrachant la petite fille à son souvenir. Elle courut rejoindre ses camarades, qui formaient un rang devant l'institutrice, et aperçut Eunice, à l'avant de la file, le visage contrit. Qu'est-ce que ça voulait dire quand on voulait fuir désespérément, non pas un endroit, ni un instant, ni un homme, mais soi-même ? Merci Laura et Mahmoud, c'était plus qu'une lecture musicale, c'était un concert de jazz et on va en discuter tout de suite. Je vais vous inviter à venir vous asseoir avec moi. Pendant qu'on s'installe, je vous rappelle donc que la biographie romancée pour les jeunes a été écrite par Laura Nsafou, c'est Écrire avant l'aube, Toni Morrison, aux éditions Albin Michel. Et ce qu'on a entendu, c'était la lecture musicale en compagnie de Mahmoud Sadi. Bonjour Laura. Bonjour. On attend Mahmoud et on va pouvoir discuter de cette belle performance. Voilà. Bonjour Mahmoud. Laura, comment est-ce que vous avez rencontré Toni Morrison ? Alors, tout a commencé avec ma mère, qui avait une coupure de presse scotchée sur la planche, en fait l'étagère de la bibliothèque du salon. Et c'était un petit article qui disait que Toni Morrison était la première femme afro-américaine et la première femme noire à avoir gagné le prix Nobel. Et ma mère disait toujours « Tu dois connaître cette femme-là ». Et quand je lui disais « Mais est-ce que tu l'as lue ?» Elle m'a dit non. Mais elle m'a dit « Ça fait partie des personnes qu'il faut découvrir ». Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à la lire. Alors beaucoup plus tard, pas tout de suite parce qu'on n'écoute jamais ses parents, mais quelques années plus tard, en 2012 précisément, quand elle a sorti Home, j'ai commencé à lire son livre et je me suis dit qui est cette autrice qui nous accompagne même quand on a refermé le livre. Et qu'est-ce que ça a représenté cette rencontre ?
Déjà, le fait de se voir, c'est-à-dire que même, alors ayant grandi aussi dans les années 90, je ne me voyais pas ni dans la littérature jeunesse, et quand il y avait des personnages féminins noirs en littérature francophone, c'était soit rattaché à un vécu sur le continent africain ou dans la Caraïbe, mais cet entre-deux en Europe, je ne le voyais pas trop. Et finalement, les fictions de Toni Morrison, ça a été les premières fois où j'ai vu ce vécu à la fois entre l'Occident et la diaspora à travers ces personnages, et surtout voir des femmes noires décrites avec toute leur complexité et leur diversité. Ça a été un déclic donc. Et pour vous, Mahmoud, est-ce que vous avez fait la rencontre d'un artiste, que ce soit en littérature ou autre chose, qui ait représenté ce que Toni Morrison a représenté pour Laura? C'était quoi votre grande rencontre artistique? Alors pour moi, celui qui m'a vraiment représenté, et c'est plus musicalement, c'est un pianiste et chanteur noir américain qui s'appelle Ray Charles. Et j'ai découvert par le biais de mes parents qui ont regardé un biopic consacré à lui qui s'appelle Ray, avec Jamie Foxx qui l'incarne mais parfaitement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à à m'intéresser à la musique noire américaine et la musique américaine en général. C'est cette rencontre qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un jazzman? Totalement. Et je dirais que c'est un peu le début qui a fait qu'après je suis parti dans d'autres facettes du jazz, mais aussi dans le rock and roll, le rhythm and blues, la soul. J'essaie de faire un petit voyage pour vraiment trouver des influences qui me convenaient largement, mais j'étais assez surtout grâce à lui. Laura, dans la biographie, on découvre que Toni, quand elle était au lycée, elle travaillait dans la bibliothèque de son établissement et qu'elle lisait des auteurs et autrices blancs, surtout des auteurs. Et même si elle s'y retrouvait pas, elle se passionne déjà pour la littérature avant de lire des auteurs noirs. Vous, avant la lecture de Toni Morrison, quelle lecture vous avez marqué et qu'est-ce qui manquait? Alors justement, je fais partie de ces écrivains qui ont plus écrit avant de lire, tout simplement parce que j'ai vraiment eu cette expérience où, par exemple, lorsque j'avais 8 ans, en classe, notre professeur nous a demandé d'aller dans la bibliothèque de l'école et de choisir un livre avec un personnage principal qui nous ressemble, et j'en avais pas. Donc j'ai vraiment une rencontre d'abord avec la littérature en ne m'y voyant pas et en ayant l'impression de me chercher, mais aussi de chercher les personnes que je vois dans ma famille. Donc j'ai écrit aussi pour combler ce manque-là. Et c'est finalement beaucoup plus tard, notamment en découvrant la littérature caribéenne avec Simone Schwarzbart, Marie Scondé, mais aussi d'autres autrices comme Mariam Abba du côté de l'Afrique francophone, qui m'ont permis finalement de constituer un puzzle d'inspiration littéraire jusqu'à Toni Morrison, qui a été vraiment la porte d'entrée. Et est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Est-ce que des petites filles peuvent se retrouver dans la diversité de la littérature jeunesse? Alors beaucoup plus qu'à mon époque. C'est vrai qu'il y a eu considérablement une avancée. Maintenant, ça reste une amélioration qui est assez lente. Et effectivement, moi, je cherchais des représentations concernant notamment les petites filles noires, mais d'autres communautés sont encore sous-représentées aujourd'hui. Donc c'est un travail de chaque instant, littéralement. Et puis surtout, on voit aussi que cette augmentation est en train de baisser. Donc je pense que le combat continue, surtout quand il est question de faire en sorte que ce ne soit pas une tendance, mais vraiment qu'on ait une littérature jeunesse qui soit véritablement le miroir des personnes que l'on voit aujourd'hui. En plus d'être écrivaine, vous avez aussi un blog qui s'appelle Mrs. Roots, où vous écrivez des articles sur l'actualité. Et j'ai lu dernièrement, vous parliez de Aya Nakamura et Théodora, qui sont parmi les artistes les plus écoutés en France et qui sont très connus à l'international. Et malgré tout, elles subissent encore ce qu'on appelle la misogynoire. Qu'est-ce que c'est ce mot ? Alors la misogynoire, c'est une discrimination fondée à la fois sur la misogynie et le racisme, et donc qui vise spécifiquement les femmes noires, et qui s'appuie sur un continuum colonial, donc la manière de les animaliser, de les stéréotyper, de les masculiniser aussi. Et effectivement, avec ce que l'on remarque notamment avec les réseaux sociaux, c'est que les femmes noires les plus surexposées, donc là je prenais le cas de Théodora et Aya Nakamura, on assiste à ces critiques perpétuelles du simple fait qu'elles existent et juste qu'elles partagent leur passion artistique. Donc je trouvais ça aussi important de sensibiliser sur le fait que même ce qui peut paraître des blagues ou des critiques, etc., appartient à une histoire beaucoup plus ancienne, qui est un imaginaire colonial et donc qui nécessite qu'on soit sensibilisé à ces questions-là.
Pour en revenir à la musique, j'ai eu la chance d'écouter la playlist que vous écoutiez en écrivant Écrire avant l'aube. Donc il y a beaucoup de Nina Simone, Little Richard, Bertha May Lightning, Aretha Franklin, Stevie Wonder. Est-ce que ces artistes, c'est des artistes que Toni Morrison écoutait? Est-ce qu'elle en a rencontré certains peut-être? Alors, elle n'en a pas rencontré la plupart, mais c'est vrai que beaucoup de ces artistes étaient aussi chantés par sa mère, Rama, puisque celle-ci donnait pas mal de concerts de jazz, même dans la ville, en dehors des chants aussi qu'elle donnait dans leur église. Et Toni Morrison a grandi avec ce regret de ne pas avoir le talent de sa mère pour la musique. Il y avait beaucoup de musiciens, comme je le disais dans l'extrait, qui jouaient d'un instrument de manière autodidacte. Toni Morrison a toujours cherché cette musicalité, et c'est ce qu'elle a essayé de rendre dans son écriture aussi à travers son œuvre littéraire. Et c'est ce qui a notamment donné son roman jazz. Et vous, Mahmoud, comment vous avez préparé cette performance à partir du texte de Laura? Quelles ont été vos inspirations pour composer? Alors pour ma part, je l'ai préparé en ayant reçu de la part de Laura la trame qu'elle avait choisie pour cette performance. Et en la lisant, je me suis rendu compte que en fait, c'est la grande majorité de la trame que j'ai reçue, c'était surtout centré, je dirais, il y avait une partie de l'enfance bien sûr, mais aussi sur l'aspect un peu ségrégationniste de la ségrégation qu'a subi Toni Morrison. Et dans mon cas, comme j'imaginais plus de proposer en jazz, j'ai imaginé une playlist jazz des fin des années 50, début des années 60, notamment avec des compositeurs comme Charles Mingus ou John Coltrane, qui ont vraiment incarné cette colère noire américaine qui s'est exprimée justement à travers le Civil Rights Movement. Et tous les deux, vous vous êtes rencontrés, je crois, dans un atelier d'écriture. Donc, Mahmoud, vous aussi, vous écrivez. Est-ce que écrire et composer, c'est la même chose? Pour moi, oui. Même si les procédés sont différents, mais on se rend pas compte. Mais quand on compose un morceau, c'est comme écrire un roman. On raconte une histoire. Et si on écrit sans vraiment donner un sens à ce qu'on veut transmettre, à ce qu'on veut raconter, au final, il n'y a pas grand-chose qui en ressort, en fait. Donc, je me suis rendu compte de ça un petit peu tard, mais j'aime bien utiliser ce principe-là pour mes compositions. Mahmoud, vous dites justement raconter des histoires. À l'université, Toni, on apprend ça dans votre texte, elle est parfois en conflit avec ses camarades, avec son amoureux, Matthew, qui est avocat et qui travaille sur des lois de déségrégation. Et pour lui, c'est plus important de changer l'histoire avec un grand H que la littérature, que les histoires sur lesquelles travaille Toni Morrison. Et d'autres camarades reprochent à Toni de ne pas aller en manifestation, mais elle a trop peur de mettre en péril ses études. Et pour elle, son combat, c'est les histoires qu'on raconte, les histoires qu'on lit. En quoi les histoires qu'on raconte, elles peuvent changer l'histoire avec un grand H, Laura ? Quelle question. Je pense déjà que ça commence par changer l'imaginaire collectif. Toni Morrison, ce qui m'a marqué par sa trajectoire, c'est que là où on la connaît comme une grande écrivaine, elle a toujours surtout voulu avoir un rapport à la mémoire. Et donc quand elle est éditrice de manuels scolaires, ce qu'elle fait, c'est inclure l'esclavage dans les manuels scolaires des États-Unis. Donc il faut imaginer qu'en 1970, des personnes noires lisaient l'histoire des États-Unis et on ne leur disait pas comment ils sont arrivés là, entre guillemets, ou nés ici. Elle avait cette volonté de rappeler finalement une histoire commune aux États-Unis et aussi de changer la manière dont les enfants pouvaient se rêver. Par exemple, elle le racontait aussi, enfant, elle ne voyait que des caricatures de petites filles noires, donc avec la peau charbonneuse, les lèvres rouges, etc. C'était ça la littérature jeunesse à laquelle elle avait accès. Et donc ce rêver, c'est particulièrement passé par les histoires que ses parents lui racontaient, notamment des légendes d'esclaves ou des histoires un peu horrifiques de leur communauté, en tout cas, qui lui a permis de développer son imagination. Donc créer des histoires, c'est déjà se voir et aussi changer les imaginaires. Et Toni Morrison, elle lisait aussi des écrivains noirs, par exemple Richard Wright, mais elle trouve que, en fait, même si c'est de la littérature écrite par un homme noir, elle s'adresse aux blancs, elle explique ce que c'est la condition noire, et elle veut aller plus loin, elle veut écrire une littérature par les noirs, pour les noirs, et que cette littérature devienne universelle. Ça veut dire quoi pour vous ?
Je trouve que c'est extrêmement visionnaire, puisque c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à dire à James Baldwin, quand même, qu'elle trouve que toi aussi, James, je trouve que tu es trop dans l'explication, alors qu'en fait, au quotidien, on vit. J'aimerais une littérature où je décris le vécu d'une femme noire et j'ai pas envie d'expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, etc. Juste, le lecteur fait le choix de la suivre. Et ça, en fait, c'est renversé à la notion d'universalisme, et en fait, de créer une vraie notion d'universalisme avec une pluralité de visages. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que je pense que ça fait encore écho à ce qu'on essaie de faire en termes de littérature plus diversifiée. On connaît Toni Morrison surtout pour son activité d'écrivaine, mais elle a aussi été professeure et éditrice. Et elle a édité des noms immenses de la littérature noire américaine, comme Baldwin, vous le disiez, mais aussi Angela Davis. C'est Toni Morrison qui a publié son autobiographie. C'était là qu'elle menait son combat avant d'écrire elle-même ? Totalement. Alors, elle n'a pas pu publier James Baldwin parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur l'illustrateur qu'il avait choisi, mais elle a quand même édité effectivement le premier livre d'Angela Davis que l'on connaît, qui sont ses mémoires. Elle a publié également le cofondateur des Black Panthers, Huey P. Newton, et toujours à un moment où ils étaient déjà les ennemis numéro 1 du gouvernement. Donc jamais après, avec une certaine. Elle prenait des risques. Voilà, elle prenait des risques, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être ensuite surveillée par le FBI à l'époque. Et vous avez écrit la biographie de Toni Morrison, c'est un peu la boucle. Pourquoi c'était important qu'on ait sa biographie en français ? Elle est évidemment une icône aux États-Unis, mais nous, on la connaissait moins. Pourquoi vous avez écrit cette biographie ? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui m'a immensément influencé toute ma vie, que ce soit dans le fait de prôner pour une littérature réellement inclusive, et aussi pour cette question de comment je contribue en fait à changer la société qu'il y a autour de moi. Un peu comme elle, je me suis demandé est-ce que ça sert à quelque chose les livres quand on voit tout ce qu'il y a comme moyen de lutte, et son histoire, c'est la preuve en fait que avoir d'autres récits, c'est créer une résilience en fait collective, notamment parce que quand elle écrit L'œil le plus bleu ou Beloved, elle ne sait pas qu'elle sera un prix Nobel, elle ne sait pas qu'il y aura des départements d'études noirs, elle ne sait pas que même les essais qu'elle publie vont être peut-être des best-sellers qu'on va encore lire aujourd'hui. Donc cette idée d'héritage, elle l'a vraiment incarnée, et ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous écrivez les livres dont vous aviez besoin quand vous étiez petite ? Totalement. Mais je pense que tous les auteurs un petit peu. Parce que, comme je le dis souvent, et je crois que je l'avais dit pendant l'atelier, passer plus d'1 an sur un projet, il vaut mieux l'aimer quand même. et je pense aussi qu'il y a un livre pour chaque période de ma vie que j'aurais voulu lire. Et c'est aussi une consécration de pouvoir le partager avec les autres, quels que soient en fait leurs horizons aussi. Avant de se quitter, je vous propose de faire un deuxième temps de lecture musicale. Je vous laisse rejoindre vos postes. Et pendant ce temps, pour en découvrir un peu plus sur la vie de Toni Morrison, je vous rappelle que sa biographie romancée pour la jeunesse, mais aussi pour les grands, est à retrouver aux éditions Albin Michel. C'est Écrire avant l'aube, Toni Morrison par Laura Nsafou. À tout de suite. Fatiguée de voir son prénom écorché par tous, Chelo par-ci, Clovy par-là, Chloé se faisait maintenant appeler Toni, forme abrégée du prénom de baptême qu'elle avait choisi enfant. Nouvelle ville, nouvel état, nouveau nom. Quand elle avait reçu la lettre d'admission de la prestigieuse université Howard à Washington, elle avait crié dans toute la maison. Ce n'était pas seulement la fréquentation d'intellectuels noirs qui l'avait attirée, mais l'assurance de vivre libre et loin de l'éducation stricte de ses parents. Toni avait espéré que le mariage de Loïs détourne l'attention du foyer de son besoin de liberté, au moins pour un temps. Néanmoins, ses parents savaient qu'elle aspirait à autre chose pour sa vie. Quand Toni leur annonça son souhait d'aller à l'université, sa mère avait aussitôt suggéré une faculté de la région et envisagé que toute la famille déménage pour la suivre. Très peu pour elle. De discussion en discussion, Rama et Georges lui avaient alors confié qu'ils ne pourraient pas lui financer autre chose que la première année de son cursus. 1 an, c'est tout ce dont j'ai besoin, avait-elle répondu. Toni s'était donc installée dans la capitale du pays.
Quand elle n'étudiait pas, elle travaillait à temps partiel dans un magasin de vêtements. Toutefois, la ségrégation raciale qui y sévissait l'avait violemment rattrapée. Un jour, alors qu'elle déambulait dans une rue commerçante, elle s'arrêta devant l'écriteau placé au coin de la vitrine. Les essayages sont interdits aux Noirs. Il y avait les bus réservés aux Noirs, les toilettes réservées aux Noirs, même des fontaines réservées aux Noirs. Il y en avait tant qu'elle en avait arrêté le décompte. Ça ne dérangeait donc pas la ville de dépenser autant d'argent pour que les Blancs se sentent supérieurs en buvant leur eau ? Mais peu importe. De retour en coulisses, Tony inspecta les frisottis autour de son front, arrangea du bout des doigts les boucles de son carré défrisé, renonça à remettre du rouge à lèvres, et elle accrocha ensuite son costume élisabétain sur le portant avant de se rendre à son casier. Quand elle eut récupéré ses affaires et son cartable en cuir, elle referma le casier d'un coup d'épaule et quitta le théâtre. « 26 novembre 1951. Cher doyen, j'ai reçu votre lettre aujourd'hui et j'ai décidé de vous répondre aussitôt. Tout va bien de mon côté. À ce jour, nous sommes toujours en première ligne. Depuis ma dernière lettre, notre régiment, la 24e division d'infanterie, a été à l'offensive et par conséquent a repoussé un peu les Chinois de notre secteur en Corée. Nous avons subi quelques pertes dans notre régiment, mais pas autant que chez les Chinois. La plupart de ceux que j'ai vus ressemblent à des enfants âgés de 13 ou 14 ans. J'imagine que ce sont les horreurs de la guerre. Bon Thanksgiving à tous. Albert Moore, ancien élève d'Howard. C'est vraiment triste, déplora Léna, en rendant le journal à Tony. Ah, on ne publie plus que ça à la rédaction maintenant. Des lettres de soldats, des comptes rendus de conférences de presse, des appels à s'enrôler entre deux publicités. Je songe sérieusement à quitter le Hilltop. Je comprends, Tony, mais Diane m'a dit que sa sororité prévoyait d'envoyer des lettres à d'autres soldats pour les soutenir au front. Elle m'a dit, ils se battent pour nous contre la menace rouge. Mais c'est quoi la menace chez un enfant de 13 ans ? Rétorqua Tony. Vraiment, je sais que le départ de Charles l'a bouleversée, mais elle commence à parler comme ces prospectus qu'on nous distribue en ville. Léna rit et attrapa le bras de Tony, tandis qu'elles arpentaient les jardins de l'université. L'automne brunissait déjà les feuillages des arbres sous un ciel voilé. Bien que les étudiants fussent exemptés de leur service militaire jusqu'à la fin de leur cursus, bon nombre d'entre eux s'étaient portés volontaires pour combattre en Corée du Sud, comme Charles. Ce patriotisme était largement encouragé et les manifestations pour la paix, comme les rassemblements ne touchaient pas la Corée, étaient sévèrement réprimées. Elles avaient pullulé dans tout le pays après l'annonce du président, durant l'été. Ainsi, les couloirs de l'université avaient légèrement désemplis. Certains professeurs, suspectés d'être communistes, avaient été discrètement remplacés et une étrange omerta s'était installée. Personne n'osait plus critiquer le gouvernement et son action militaire, pas même les contributeurs les plus véhéments du journal de l'université, le Hilltop. Ce jour-là, Tony l'attendit sur le parvis. Si elle s'était forcée à porter un pull noir sobre, elle avait néanmoins mis une de ses plus belles jupes plissées, bordeaux, avec des boutons dorés sur la ceinture. Pas de rouge à lèvres, mais un peu de mascara au carreau. Cette tenue était à l'image de sa confusion. Elle ignorait les motifs de cette invitation, mais ce qui l'inquiétait surtout, c'était ce qu'elle en espérait. « Tony !» À peine releva-t-elle la tête, le bras de Matthew s'enrola autour de ses épaules pour la mener contre lui. Elle sentit les épaisses mailles de son pull blanc râper son menton, huma son eau de Cologne et il l'enlaça avec une émotion déconcertante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle alarmée.
ton message m'a inquiété. Oui, oui, dit Matthew en se redressant. Désolé du retard. Matthew défait leur étreinte et rehaussa son chapeau incliné du bout de l'index, pris de court par son propre engouement. La morsure du froid et la joie réchauffaient ses pommettes d'une teinte bois de rose. Tu aurais dû m'attendre à l'intérieur, tu sais. Non, je n'ai pas attendu longtemps de toute façon. Tant mieux. Soudain, trois étudiants sortirent précipitamment du bâtiment derrière eux et les bousculèrent sur leur passage. « Hé !» s'écria Matthew. « Vous pouvez pas faire attention ? Désolé, c'est urgent. » « Mais qu'est-ce qui se passe ?» balbutia Tony. « J'en ai aucune idée, viens. » Tony et Matthew s'éloignèrent, intrigués par l'affolement de ces étudiants, puis gagnèrent le bâtiment. Un brouhaha enflammé résonnait à l'autre bout du couloir depuis le grand salon. Les résidents allaient et venaient nerveusement. Matthew lui prit la main et la guida jusqu'à la salle. Là, une poignée d'étudiants s'étaient répartis en petits groupes, distribuant des marqueurs, des tiges de bois et des pancartes. Ils les fabriquaient dans l'urgence, abandonnant leurs verres de whisky et leurs cigarettes pour préparer une manifestation sauvage. Au fond de la pièce, 2 étudiants étaient accroupis devant un buffet, une oreille collée contre les haut-parleurs d'une radio. Y avait-il des nouvelles de la Corée ? Matthew et Tony se dirigèrent vers eux, sans savoir ce qu'ils devaient craindre. Le bulletin d'information diffusé était quasi inaudible dans ce chahut. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» leur demanda Matthew. « Chut, on essaie d'écouter. » Accroupi, le rapporteur retranscrivait les nouvelles d'une main nerveuse sur un carnet calé sur sa cuisse. Son acolyte se leva malgré tout et prit les 2 arrivants à part. « Excusez-le, mais on veut pouvoir en faire un article dans quelques minutes. »« Mais qu'est-ce qui se passe au juste ?» Harry Melvin et sa femme ont été assassinés hier soir. L'effroi s'abattit sur Matthew. « Qui est-ce » osa Tony. « Des membres de la NAACP. Des Blancs ont jeté une bombe sur leur maison après qu'ils aient dénoncé au gouverneur les crimes racistes commis par le shérif de leur ville. Oh mon Dieu. Sa femme est toujours dans un état grave, mais on pense qu'elle ne survivra pas. Ce seraient des membres du Ku Klux Klan ? Demanda Matthew. On ne sait pas encore. Dans tous les cas, ça reste le premier attentat commis contre des membres du mouvement. La NAACP appelle à des manifestations dans tout le pays. Harry Melvin. Tony ne le connaissait pas, ni lui, ni sa femme. Mais il y avait quelque chose de tranchant dans la terreur et le désordre qui venaient de s'abattre sur cette pièce. La manière dont Matthew lui tournait le dos pour cacher son choc, les mains sur les hanches, la minutie de cet étudiant dans les choix de ses mots pour leur annoncer la nouvelle, la ferveur de tous ces étudiants qui s'affairaient et s'accordaient pour préparer la riposte. Cette bombe n'avait pas seulement tué ce couple, elle avait provoqué une détonation si vive que la mort de ces innocents était venue chercher ceux qui étaient encore en vie, pour se venger, se battre et se défendre, tout à la fois. Tony les observa tous, médusés. Elle y était là sans être là, hantée par une unique et simple question. Qui raconterait ce qui se déroulait sous ses yeux ? Cette hargne, cette fougue, cette tristesse entremêlée, pulsant à travers tous ces inconnus pour qu'ils ne forment plus qu'un seul et même corps de lutte. Qui raconterait comment les Melvin avaient touché une foule anonyme dans d'autres États, prêts à marcher pour eux ? Qui raconterait que, d'une certaine manière, ils vivraient encore, au-delà des dépêches de presse et des comptes rendus de la morgue. Une part de l'histoire se jouait devant elle, et Tony savait, à présent,
qu'elle ferait tout pour l'immortaliser. Merci Laura, merci Mahmoud. Et la suite de l'histoire de la vie de Toni Morrison est donc à retrouver dans Écrire avant l'aube, Toni Morrison, aux éditions Albin Michel. Et c'est disponible dès à présent dans toutes vos belles librairies de quartier. Merci encore. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission du live. Je serai cette fois-ci en compagnie d'Esmé Planchon pour son roman La neige au rendez-vous, publié aux éditions Bayard, et de la musicienne Sarah Margen. À demain.